Dans l'actualité ce soir, l'axe Ouagadougou-Libreville se réchauffe. Les présidents burkinabés et gabonais ont eu une séance de travail hier dans la capitale gabonaise. Le terrorisme et la crise sécuritaire mondiale ont également été évoqués. Il est attendu l'ouverture d'une ambassade du Gabon au Burkina Faso. Le ministre en charge de la réconciliation nationale poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Après Ouagadougou, cap sur Bobo Dioulasso, Zéphirin Diabré a rencontré les autorités coutumières et religieuses. Et puis un centre d'employabilité numérique au Burkina Faso, un espace dédié aux jeunes diplômés ou sur le point de l'être. Il sera bientôt créé. C'est l'AUF, l'agence universitaire de la francophonie, qui l'a annoncé. Voici pour le sommet. Bonsoir et bienvenue à tous. Sécurité, économie, santé, coopération bilatérale, des sujets à l'ordre du jour de la rencontre entre le Rochma Christian Kaboré et Ali Bongo Ondimba. Les présidents burkinabés et gabonais sont sur la même longueur d'onde sur les questions de lutte contre le terrorisme et la pandémie du Covid-19. Une visite de travail hier vendredi à Libreville du président du Faso a suffi aux deux pays pour harmoniser les points de vue. Abdourazak Traoré. Accueil chaleureux du Premier ministre gabonais à l'aéroport, tapis rouge bien déroulé avant que le titanier ne soit entonné. Le protocole a été strictement respecté ce 26 février à Libreville. En foulant le sol gabonais pour une visite de travail, Roch-Marc Christian Kaboré vise un seul objectif, renforcer l'axe Ouagadougou-Libreville. C'était plus qu'un impératif pour lui, car au pays qui compte moins de 3 millions d'habitants, quelques 38 000 Burkinabés y vivent. Entre les deux chefs d'État, il a donc été question de la reprise de la commission mixte de coopération. Et en tout cas, constater que nous avons de très bonnes relations entre nos deux pays que nous devons réactiver. Parce que 2012 a été la dernière rencontre de la commission mixte entre nos deux pays. Et en tout cas, nous avons instruit les ministres des Affaires étrangères pour que, malgré le fait que nous sommes dans une situation de la Covid-19, de trouver les voies et moyens pour que nous puissions relancer cette coopération. Renforcer véritablement la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et le Gabon ne se fera pas hors de la zone de libre-échange continentale africaine. Les deux présidents le savent. Alors, le sujet n'a pas été occulté. Si nous ne travaillons pas nous-mêmes à créer les voies et moyens pour pouvoir effectivement faire en sorte que cette zone de libre-échange soit une réalité, disons, dans notre continent. C'est pour dire que c'est une question que nous avons abordée et nous allons travailler entre les deux gouvernements pour voir justement comment, avec le Gabon, nous pouvons développer, d'autant plus que tout récemment encore, nous avons, grâce à l'autorisation des autorités gabonaises, relancé également la compagnie Air Burkina qui vient maintenant au Gabon, qui peuvent être des domaines, qui peuvent créer des secteurs et des domaines dans lesquels je pense que beaucoup de choses peuvent être échangées entre le Gabon et le Burkina Faso. En dépit du fait qu'on ne peut venir que par air, on doit pouvoir trouver des solutions pour pouvoir, en tout cas, mener cette zone de libre-échange entre nos deux pays. Échanges commerciaux, mais aussi lutte contre la Covid-19 et le terrorisme. Ici, il est question d'une synergie d'action, car le président du Faso demeure convaincu. Pour venir à bout du phénomène, les États de l'Afrique centrale et de l'Ouest doivent fédérer leurs forces. La question va au-delà du Sahel, indique le locataire de Kossiam qui a regagné Ouagadougou cette soirée du 26 février. À Bobo Dioulasso, hier, le ministre en charge de la réconciliation nationale a rencontré l'archevêque émérite, Monseigneur Anselme Titia Massano. Ce samedi, c'est avec le chef des Bobo Mandare que Zéphirin Diabré a échangé, des rencontres qui ont permis au ministre d'État de recueillir des conseils et des bénédictions pour la bonne conduite de sa mission. La synthèse de la visite de Zéphirin Diabré à Bobo Dioulasso avec Soto Justin Dabiré. Pour son premier contact ciblé dans la région des Hauts-Bassins, dans le cadre de sa mission de réconciliation nationale et de cohésion sociale, Zéphirin Diabré a d'abord rencontré l'archevêque émérite de Bobo Dioulasso, Monseigneur Anselme Titia Massano. J'ai jugé opportun de venir le saluer, lui rendre hommage pour l'œuvre de pionnier
dont il est l'auteur, et lui expliquer que le travail que je suis en train de conduire, bien entendu, ne peut que s'inscrire dans la filiation de ce que lui et son équipe, le Collège des sages, en leur temps ont fait, mais si, comme les temps ont changé, les inflexions fortement seront apportées à la trajectoire, et surtout qu'il y a de nouveaux défis qui s'ajoutent. Et c'est l'occasion pour moi aussi de recueillir de lui ses avis et ses conseils très avisés sur la question de la réconciliation nationale, qui viendront s'ajouter à nos réflexions propres à nous et qui nous permettront de dégager des synthèses intéressantes sur la manière dont de conduire ce processus-là. Une visite appréciée positivement par Monseigneur Anselme Titiama Sanon, qui, avant de donner des bénédictions et prodiguer des conseils à son hôte pour la réussite de sa mission, a tenu à saluer l'idée de la création du ministère de la réconciliation et de la cohésion sociale. Ma prière est celle-là, que voilà, la recherche de progrès puisse aller toujours plus loin, même si nous autres, les personnes âgées, à certains moments, on ne se reconnaît pas, mais pour que ce soit pour le bien de ce pays, et aussi le bonheur des populations et une unité nouvelle. On a été mis ensemble par la colonisation. Maintenant, il faut que nous nous efforcions de dire notre bonheur, de vivre ensemble sur le même territoire, par-delà, disons, ces clivages ethno-linguistiques que nous avons connus. Zéphirin Diabré a aussi rendu visite au chef suprême des Bobo Mandara. Entouré de l'ensemble des notabilités de sa cour royale, des chefs de village et de quartier, le chef suprême des Bobo a félicité le ministre d'État pour sa désignation pour conduire la délicate mission de réconcilier les Burkinabés. Il a marqué sa disponibilité pleine et entière. Il a apprécié le fait que le président du FASO, son excellence Kabore, ait décidé de mettre en place un ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Pour lui, cette innovation a vraiment salué et indique clairement l'option qui est prise de faire en sorte que les problèmes qui divisent les Burkinabés soient pris à bras de cœur et Inch'Allah puissent être traités. Et il a marqué en tout cas sa disponibilité à accompagner le processus et il a estimé qu'à tout moment, si nous avons besoin de ces conseils sur des questions bien précises, on hésite en tout cas à faire appel à des. Donc c'est vraiment avec un cœur plein de satisfaction que je repars. Toutes ces visites ciblées vont faire suite à des rencontres de concertation régionale qui vont aboutir à un forum national. Un forum de réconciliation nationale au cours duquel un document qui prendra en compte l'ensemble des problèmes en vue d'un vivre ensemble harmonieux sera adopté et qui, selon le ministre Zéphirin Diabré, sera une sorte de nouveau pacte entre Burkinabés. Guiti, l'espoir de toute une ville, le ministre de l'eau et de l'assainissement travaille à ce que le barrage situé à une soixantaine de kilomètres de Waïguya puisse alimenter au plus vite la cité de Nabakango en eau potable. La ville connaît un réel problème d'accès à l'or bleu et Ousmane Nakro veut mettre fin au calvaire des populations. Et sa visite dans la zone en début de semaine sonne comme un début de solutionnement. Magid Bako. Le ministre de l'eau et de l'assainissement visite à Waïguya dans la région du Nord. Ousmane Nakro est venu toucher du doigt les difficultés d'accès à l'eau potable dans la localité et faire le point de la mise en œuvre du projet d'adduction d'eau potable. Un projet sur lequel le ministre fonde espoir pour ravitailler la ville de Waïguya en eau potable à partir du barrage de Guiti situé à 60 km de la commune. Nous avons vu ces dispositions qui ont été prises permettront seulement de soulager les populations et nous continuons donc de vivre ce déficit-là. Près de 2000 mètres cubes pendant encore quelques années. En tout cas, cela pourrait durer jusqu'à la fin des travaux de l'AEP de Waïguya à partir du barrage de Guiti. Ousmane Nakro et sa délégation se rendent ensuite à la direction régionale de l'Office national de l'eau et de l'assainissement du Nord. Une occasion d'échanger avec ses collaborateurs sur les difficultés et les défis à relever en matière d'eau potable. Aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir son Excellence pour lui poser nos préoccupations et demander son soutien. Nous avons eu beaucoup de promesses. Il va effectivement nous soutenir et nous venir à faire tout ce qu'il peut pour que Guiti vienne nous soulager la souffrance de la population. Parce que c'est Guiti notre espoir. Selon le ministre Nakro, si le projet d'adduction d'eau potable arrive à terme, la ville de Waïguya pourrait bénéficier de 30 000 mètres cubes d'eau par jour.
ce qui devra contribuer à atténuer le déficit d'eau potable dans la commune. Dans la boucle du Moun, SAP Olympique fait sa promotion auprès des mécaniciens et vulcanisateurs de la région. C'est la 3e édition des journées portes ouvertes de la Société africaine de pneumatique. Après les hauts bassins, les cascades et le sud-ouest, la SAP poursuit donc son opération de charme auprès des acteurs de sa chaîne de distribution. On voit cela avec Kader Kondé et Soto Justin Dabiré. Venus de Dédougou, Nounan, Tougan, Thomas Bondokui, ces mécaniciens et vulcanisateurs de la région de la Boucle du Moun font connaissance avec la SAP Olympique. Une journée porte ouverte organisée par les responsables de la SAP et qui a pour but de faire connaître davantage la Société africaine de pneumatique aux acteurs de sa chaîne de distribution. Les mécaniciens, quoi qu'on dise pour la SAP, c'est des prescripteurs. C'est comme un pharmacien et ce qu'on appelle les délégués médicaux et les médecins, les agents de santé en général. De la même manière, les utilisateurs d'engins, ils ont des soucis de mécanique avec leurs engins. Les personnes à qui ils ont recours pour avoir les conseils efficaces en vue de faire le choix des pièces qu'il faut pour leur engin, c'est bien les mécaniciens. Donc c'est là que nous disons que les mécaniciens pour nous sont des prescripteurs, des pneumatiques et des chambres à air aux usagers des engins à 2 roues. Donc ce que nous attendons d'eux, c'est qu'après cette visite, après ces différentes journées portes ouvertes, qu'elles puissent être, que les mécaniciens puissent être pour nous nos prescripteurs, mais aussi nos ambassadeurs, défendre la qualité de nos produits auprès de leurs clients, vendre la qualité de nos produits auprès de leurs clients. Durant cette journée, les mécaniciens et vulcanisateurs ont pu s'imprégner de la qualité des produits de la SAP Olympique à travers la visite de l'usine et du magasin. Ils ont également bénéficié d'une séance de sensibilisation et de démonstration de montage des pneus sans chambre à air et procéder à des jeux de loterie. Selon le directeur commercial et marketing de la SAP Olympique, ces journées portes ouvertes sont bénéfiques pour l'entreprise. Exactement. C'est effectivement la raison pour laquelle nous continuons. Parce que la dynamique a été lancée depuis un temps. Et selon en tout cas nos indicateurs, nous sommes en bonne voie. Alors donc on peut s'estimer heureux et avec l'accompagnement de l'État et certains en tout cas acteurs en tout cas du domaine commercial, nous sommes en train de tirer notre épingle du jeu. Nous avons besoin de soutien parce qu'il faut reconnaître que la fraude à la peau dure. Donc ce n'est pas un fléau qu'il faut combattre en un jour. Donc, il faut s'inscrire dans une continuité. Cette 3e édition de la journée porte ouverte de la SAP Olympique marque la fin des journées portes ouvertes dans la zone ouest du pays. Les prochaines journées vont concerner la zone dite Est du Burkina Faso, une zone qui concerne des villes de Ouagadougou, Koudougou et Kaya. Présent à Ouagadougou dans le cadre de la CONFEJES, la conférence des ministres de la Jeunesse, de l'Emploi et des Sports, le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie prend langue avec des étudiants porteurs de projets. Occasion pour lui de dévoiler le programme quadriennal 2021-2025 de son institution. On apprend qu'un centre d'employabilité numérique sera créé très prochainement au Burkina Faso. Arsène Konitamne. Présent à Ouagadougou dans le cadre de la CONFEJES, la conférence des ministres de la Jeunesse, de l'Emploi et des Sports, le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie vient à la rencontre des étudiants et autres porteurs de projets. Le recteur annonce la création du centre d'employabilité numérique au Burkina Faso, un espace dédié aux jeunes diplômés ou sur le point de l'être. Cela pour leur donner une formation additionnelle pour les rendre plus compétitifs. Souvent, il y a des compétences complémentaires qu'on demande à l'étudiant par l'employeur, qui ne sont pas forcément enseignés à l'université de manière classique et donc qui vont être enseignés au niveau des centres d'employabilité, qui sont des centres de carrière, qui sont des centres d'insertion professionnelle, mais aussi des centres d'entrepreneuriat. L'idée, c'est d'avoir une sorte de pré-incubation. Ceux qui sont les plus performants parmi les étudiants en matière d'entrepreneuriat et de création d'entreprise, on va essayer de les accompagner pour aller encore plus loin et pouvoir aller même dans des incubateurs pour créer leur propre entreprise. La UF s'inscrit dans une dynamique de renforcement des capacités des universités partenaires. Dans ce cadre, l'institution vient de décrocher un financement européen de 5 millions d'euros sur 4 ans. Un financement à l'endroit de 4 pays, le Burkina Faso, le Bénin, le Sénégal et le Togo.
Valoriser la recherche, c'est-à-dire plus de production scientifique, plus de brevets, plus de process, en tout cas plus d'ouverture des centres de recherche et de l'université sur le monde économique, sur les entreprises du pays et également au niveau international parce qu'on veut que la collaboration sud-sud en matière de recherche et développement soit importante, notamment dans les questions de l'environnement, du climat, dans les questions de l'eau, dans les questions de l'énergie, qui ne sont pas des problématiques qui s'arrêtent aux frontières, mais qui sont des problématiques qui intéressent tous nos pays. Toutes ces actions s'inscrivent dans le cadre de la nouvelle stratégie quadriennale 2021-2025 de l'Agence universitaire de la francophonie. Le recteur annonce également l'ouverture prochaine d'un bureau national de l'Agence universitaire de la francophonie au Burkina Faso. Emploi toujours, une quarantaine de jeunes formés en technique de recherche d'emploi et en entrepreneuriat. La formation débutée en septembre 2020 vient de s'achever sur des notes positives. Organisateurs et bénéficiaires sont satisfaits, nous dit Abdouaziz Sarri. Manage ton job et Mana Inspire, deux programmes qui auront contribué à la lutte contre le chômage au Burkina Faso. Le premier, Manage ton job, mis en œuvre sur une période de 2 mois, a consisté à apprendre aux bénéficiaires des techniques de recherche d'emploi et d'élaboration d'un bon curriculum vitae. Résultat, une dizaine de jeunes employés avec certains placés dans des stages. Je ne savais pas comment rédiger un CV attrayant. Donc ce programme m'a permis de rédiger un CV attrayant et aussi de savoir rédiger une lettre de motivation qui va inspirer plus, qui va me donner plus d'opportunités dans les offres d'emploi. On a assisté ces jeunes-là pour s'assurer qu'ils ont bien assimilé ce qui a été appris et qu'ils étaient prêts à pratiquer et les aider à mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris en allant vers les entreprises pour essayer d'obtenir un stage ou un emploi. Quant au deuxième programme, Mana Inspire, mis en œuvre sur une période de 3 mois, il a consisté à susciter le goût de l'entrepreneuriat chez des jeunes. Aujourd'hui, 20 porteurs d'idées ont pu concrétiser leurs projets. Mana Inspire m'a permis de mettre mon idée de motivation en place, ce qui m'a permis de mettre mon entreprise de communication en place. Et j'ai commencé à faire des spots pour des structures certaines structures ont commencé à me rémunérer. Ce sont au total 40 jeunes composés essentiellement d'étudiants qui ont bénéficié des programmes Manage ton job et Mana Inspire. Les jeunes ont vite adhéré. Voilà. Ceux qui pensaient qu'ils avaient besoin d'argent pour se lancer se sont rendus compte que le peu qu'ils avaient pouvait déjà leur permettre d'aller sur le terrain. Et comme notre idée, notre objectif principal, c'était de les pousser à quitter leur zone de confort pour aller sur le terrain, là nous sommes sûrs que d'ici la deuxième édition, ceux-là même qui étaient dans la première cohorte pourront venir et témoigner de ce qu'ils ont pu faire après la première séance. Pour les initiateurs de 2 programmes, c'est la satisfaction au regard des résultats engrangés. Pour ces 2 programmes, oui, on est vraiment satisfait parce qu'en plus des bénéficiaires, on a réussi à former des facilitateurs emploi et des facilitateurs entrepreneuriat qui sont vraiment professionnels. Ils sont même aujourd'hui, on a beaucoup de partenaires qui viennent justement nous voir pour pouvoir bénéficier de nos facilitateurs. Donc ça, c'est aussi un très beau résultat. Au vu de la soirée et de ce qu'on a entendu justement des bénéficiaires, ils sont plutôt contents, heureux, satisfaits, ça leur a apporté. C'est concret, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit ils sont déjà porteurs de projets et ils sont déjà en train de démarcher pour des financements, soit certains sont déjà placés en stage et en emploi. Donc, on est content. Les programmes Manage ton job et Mana Inspire sont arrivés à terme. Ils ont couvert uniquement la région du centre. Pour les prochaines éditions, ces initiateurs entendent l'étendre dans les régions de l'Est et du centre-ouest. Les lauréats des prix Idrissa Nassa pour l'innovation 2020 sont connus. Une Malienne et un Béninois qui, vous allez le voir, ont fait preuve d'ingéniosité. Ils ont reçu leur récompense ce vendredi, Justin Monto. C'est officiel. Les lauréats du prix Idrissa Nassa pour l'innovation reçoivent ici leur chèque d'1 million de francs CFA. Ce 26 février, Enoch Ismaël Ounkpe, de nationalité béninoise, reçoit le prix de l'édition 2020. Sa solution innovante, c'est d'avoir édité l'annuaire des PME et des PMI téléchargeables en version numérique. Son exploit a convaincu le jury du prix Idrissa Nassa. Ce prix a pour but d'encourager et de promouvoir les solutions innovantes des startups. C'est un prix qui vient
nous redonner le courage et l'engagement à poursuivre ce combat qui est à la fois passionnant mais pénible. La jeune Nana Kouyaté, une start-up malienne, n'a pas pu faire le déplacement pour recevoir son prix. Néanmoins, elle est représentée par le point focal du Bénin, pays organisateur de la 6e édition du salon. La start-up est lauréate 2019 du prix Idrissa Nassa avec AgriBoss, une application qui offre des services numériques agricoles sur télévision en langue locale et sans connexion Internet. Pour le directeur général de Coris Rolidine, les lauréats sont ingénieux. Ces deux lauréats se sont illustrés en faisant preuve d'innovation, de créativité. Je voudrais, au nom du président Idrissa Nassa, les féliciter. Il suffit d'oser, de croire en soi, de participer à cet événement et de comprendre tous les avantages que nous avons à vraiment participer à cet événement. Malgré la pandémie à coronavirus, l'édition 2020 de ce salon qui met en lumière les jeunes Africains innovateurs s'est tenue dans de bonnes conditions. Et les parrains de l'événement s'engagent à soutenir les prochaines éditions. Des lauriers également pour le groupe CFM ESIM, le prix de l'artisan du progrès dans l'éducation et la formation professionnelle en Afrique lui revient cette année. C'est la rencontre africaine des grandes écoles et entreprises édition 2021 qui a couronné le groupe et son PDG, Justin Monto. C'est un honneur pour le président directeur général du groupe CFPM ESIM de présenter le prix de l'artisan du progrès dans l'éducation de la formation professionnelle en Afrique aux étudiants et enseignants du Centre de formation professionnelle emploi et métiers. Un prix reçu lors de la rencontre africaine des grandes écoles et entreprises édition 2021 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est une très grande joie pour nous, car l'international, on nous appelle pour décerner évidemment ces prix-là. Nous sommes vraiment très contents et c'est une invite aussi alors à encore travailler, et à redoubler beaucoup d'efforts et à mettre encore beaucoup de stratégies pour accompagner l'école africaine à être leader évidemment dans ce monde en perpétuelle mutation. C'est notre manière à nous de pousser les fondateurs des écoles à s'inscrire dans la logique de la qualité et la qualité de l'excellence. Ce qui est très important à souligner. C'est ce qu'on essaye de faire. On essaye d'amener les fondateurs qui ont déjà une volonté affichée de faire de la qualité et à faire encore de la qualité. Le PDG du groupe CFPM ESIM est aussi élevé au rang de chevalier de l'ordre du mérite de la rencontre africaine des grandes écoles. Pour lui, le défi à relever est de permettre aux jeunes formés d'atteindre leurs objectifs, celui de l'emploi. Une chose est de former, mais la seconde chose, c'est bien sûr permettre bien sûr à ceux qui sont formés de pouvoir s'insérer. Nous sommes en train de travailler surtout alors à développer au niveau des centres de formation, que ce soit dans le lycée technique, l'école d'agriculture, l'école d'élevage, alors à mettre en place évidemment des dispositions qui vont permettre évidemment à ces étudiants et apprenants qui sortent là de pouvoir joindre les deux bouts. Ce centre de formation professionnelle dispose d'un atelier mécanique général équipé de machines. Il dispose aussi d'un atelier de mécanique automobile. Un cadre d'apprentissage complet pour ces jeunes burkinabés. Le groupe évolue dans la formation professionnelle depuis 2009. Il est composé de 5 écoles que sont CFPM International, Centre de formation professionnelle, l'École supérieure internationale de management, l'École d'élevage, l'École d'agriculture et le lycée technique industriel Sisa Gampela, situé dans la commune de Saba. Et pour finir, ce don du Japon à la nationale du son et de l'image, 10 pick-up et un minibus pour renforcer le parc automobile de la radiodiffusion télévision du Burkina. Le récit de la remise du don avec Justin Amonto. Le gouvernement japonais offre 11 véhicules à la radiodiffusion télévision du Burkina. 10 pick-up et un minibus, le tout estimé à environ 220 millions de francs CFA. Selon l'ambassadeur du Japon, cette contribution a pour objectif de renforcer les interventions des journalistes et agents de la RTB sur le territoire burkinabé. Le gouvernement du Japon a décidé de fournir des équipements
au RTB qui contribuait de renforcer de mobilité de RTB à l'avenir. Concernant le déplacement de nos équipes, c'est toute une problématique. Et donc, c'est avec un ouf de soulagement que nous accueillons en tout cas cette donation du Japon. Il faut dire que le staff managérial de la RTB qui est conscient du fait que l'État du Burkina ne peut pas à lui seul tout faire pour la RTB, a pris des initiatives, notamment avec la coopération japonaise, pour donc obtenir ces véhicules. Dans l'exercice de leurs activités, les médias ont besoin de moyens de déplacement. Ce don de véhicules témoigne de l'engagement du Japon à contribuer au développement des médias burkinabés. Fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Les grands rendez-vous de demain sur la chaîne Au cœur de nos défis. 18h30 sur Phare de vérité avec le contrôleur général d'État Luc Marius Ibriga. Il persiste et signe. Il n'y a pas d'irrégularité sur les salaires des ministres. 19h30 le 7 Info et puis à 21h une soirée hommage à notre confrère Rémi Lambert Nébier décédé cette semaine. Agréable week-end sur notre chaîne. Bonsoir.